Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre programme de tous les mercredis consacré à la politique de la protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. Comme vous le savez, la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement nécessitent une synergie d'action. C'est dans ce cadre qu'une organisation de la société civile milite aussi aux côtés du gouvernement afin de rendre cette politique exécutable. Donc je reçois sur ce plateau les responsables de cette organisation qui vont certainement se présenter et vous dire le bien fondé de leur organisation. Alors je commence certainement par ma droite. Madame, vous êtes membre de cette organisation, j'espère. Tout à fait. Alors je suis Fatima Aldine Garfa et je suis la vice-présidente de l'ONG ACT et aussi chargée des programmes genre et changement climatique. Monsieur, vous êtes... Moi, c'est Abdelsalam Moussanadia. Je suis le président de l'ONG ACT. ACT, c'est une action africaine contre le changement climatique et pour la transition écologique. Ça, c'est du point de vue de la définition. Ok. Et qu'est-ce qui a motivé la création de ACT, par exemple? Ce qui a motivé la création de ACT, c'est que on a eu à constater que les pays du Sud, notamment les pays africains, et surtout le Tchad, subissent de plein fouet les effets néfastes du changement climatique. Okay. Alors que ce sont des pays qui, à l'origine, n'émettent aucun, enfin pas aucun CO2, mais émettent peu de CO2 pour contribuer au changement climatique. Okay. Et c'est dans ce cadre que votre organisation a été créée? C'est dans ce cadre que nous avons créé cette organisation en 2019 pour pouvoir apporter notre contribution aux côtés du gouvernement. Je dirais même qu'au sein de notre ONG, le quota du genre dépasse largement la parité. Et donc j'ai rejoint l'ONG ACT. J'avais déjà eu une sensibilité à la question du genre, ayant travaillé dans des projets et programmes, notamment un projet en particulier financé par la Banque africaine de développement qui s'occupait de l'alphabétisation et de la formation des femmes. Et j'ai trouvé beaucoup de similitudes dans ce projet-là. Et donc il en est ressorti que les femmes étaient les premières victimes, si on peut le dire, des effets du changement climatique. Donc ça a été tellement évident pour moi de rejoindre cette ONG-là afin de lutter contre les effets du changement climatique. Vous avez parlé de l'alphabétisation des femmes par rapport à vos programmes. Alors quel est le volet que vous avez eu à travailler dessus avec les femmes? Est-ce que c'est l'éducation environnementale? Est-ce que c'est le changement des comportements face à la dégradation de la nature? Alors, on a mis en place un centre intelligent, un centre résilient, dans lequel on va proposer des formations. Tout d'abord, l'alphabétisation des femmes, parce qu'on va beaucoup travailler dans le milieu rural, pour commencer. Et donc, on a vu les profils de ces femmes-là et on s'est dit tout d'abord qu'il faut faire des programmes d'alphabétisation, puis de formation aux techniques d'agriculture durable. Okay. Donc on a eu à initier ce centre résilient pour le moment au Nord Canem, plus précisément dans une localité, Yuno, où on a eu à travailler étroitement avec les chefferies traditionnelles là-bas et puis avec le chef de canton de la dite localité. On va sensibiliser un peu toutes les parties prenantes pour, avec le temps, décentraliser ce type de centre un peu partout dans les régions qui pour le moment, font face actuellement aux effets du changement climatique. Dans vos échanges avec les femmes, est-ce qu'elles comprennent le phénomène du changement climatique? Est-ce qu'elles arrivent à percevoir ces dangers qui aujourd'hui menacent l'humanité? Oui, tout à fait, parce que ces femmes-là sont les premières à ressentir les effets du changement climatique au quotidien. Par exemple, en milieu rural, comme je le disais tout à l'heure, la plupart des tâches domestiques sont dédiées aux femmes. Par exemple, l'approvisionnement en eau au foyer, l'approvisionnement en bois de chauffe, la gestion de la production agricole familiale
les activités génératrices de revenus. Elles sont obligées de faire des distances encore plus longues pour aller chercher l'eau, par exemple, le bois de chauffe qui se raréfie. Donc elles font face à la raréfaction des ressources naturelles et à la désorganisation de la production agricole. Donc elles sont les premières concernées et maintenant elles en sont conscientes parce qu'elles le vivent au quotidien dans leurs activités. Comme vient de dire Madame Fatimé, déjà en travaillant sur le centre intelligent, nous faisons du reboisement. Nous faisons du reboisement et on s'était rendu compte que les femmes, on n'a pas eu besoin à beaucoup les sensibiliser. Parce que nous sommes partis à leur rencontre et puis nous les avons rencontrées et trouvées déjà. Et surtout dans elles vivent, et surtout dans le Canem, surtout dans le Nord Canem. Et puis on a eu à rencontrer un excellent chef de canton dans la localité de Youno, à Bakar Mohamed Adoum, qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Et on a rencontré tous les chefs des villages autour. Pas que cela, il nous a même mis en contact avec les autres chefs traditionnels tout autour pour pouvoir élargir un peu l'action. Parce que quand nous avons rencontré ces femmes-là, on les a trouvées en train de vivre le calvaire. Donc la sensibilisation n'était pas trop nécessaire. Donc maintenant il faudrait passer à l'action. Passer à l'action, pour que ça fasse dans du long terme, il faut revoir même les fondements même de ce travail-là. Alors, comment vous constatez le changement climatique, par exemple? Aujourd'hui, nous vivons des étés beaucoup plus chauds que d'habitude. Oui. Les précipitations sont déréglées, c'est-à-dire que les pluies sont un peu perturbées. Il y a aussi les inondations et les sécheresses qui maintenant s'accentuent de plus en plus. Oui. C'est vraiment tout cela réuni nous amène déjà à un changement climatique. Tout à fait. Vous savez, le changement climatique, c'est pas seulement une question d'une région ou d'une localité ou un truc comme ça. Donc c'est une question qui concerne la planète Terre. Et tout endroit dans la planète Terre subit aujourd'hui les effets du changement climatique. Donc aujourd'hui, si on prend seulement la définition de la question environnementale au sens restrictif, qu'est-ce qu'on va dire? La pollution de l'air, la sécheresse, les inondations, les vents violents. Mais nous devons aller un peu plus loin que ça dans notre définition. Nous devons élargir notre définition pour avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus participatif, qui implique les décideurs politiques. C'est-à-dire que on va jusqu'à regarder aujourd'hui, par exemple, les entreprises qui favorisent les gains rapides et tout de suite à court terme, au lieu de penser à cet aspect un peu environnemental-là. Si notre façon de consommer, notre façon d'agir, notre façon de conduire nos véhicules, notre façon de manger, tout ça, nous devons réviser, améliorer, voir et revoir et renouveler notre façon de vivre tout court. Alors, dans votre présentation, votre organisation est un peu panafricaine. Bien sûr. Alors, vous avez des contacts avec des gens en dehors de ce pays déjà qui interviennent aussi dans ce domaine comme vous? Bien sûr. Nous travaillons actuellement en réseau. À la création de cette organisation-là, nous avons mis un peu de points focaux dans les différents pays aux alentours, déjà dans la sous-région. Et en tant que pays déjà francophone, nous travaillons déjà d'abord avec les pays avec lesquels nous parlons la même langue pour être mieux compris, déjà les pays francophones tout autour. Et nous avons aussi des partenariats avec quelques pays anglophones. Nous avons des représentants notamment dans certains pays, au Rwanda, et au Nigeria, au Cameroun, au Congo, Niger, donc un peu partout, et nous essayons le but final, c'est de pouvoir créer une action africaine, uniforme, homogène, au même moment, à la même action et d'une même langue. Pour la lutte contre le changement climatique. Pour la lutte contre le changement climatique. Parce que, en définitive et au final, c'est l'Afrique qui subit. C'est l'Afrique qui subit. Mais pas pollueur. Mais pas pollueur, mais
suivi les effets du changement climatique. Suivi les effets du changement climatique. Mais nous ne devons pas nous résumer à cela. Oui. Nous ne devons pas nous résumer à cela. On peut pas dire avec la condescendance de l'Africain qui ne pollue pas, oui, on ne pollue pas et on ne va rien faire. Voilà. Mais on doit aussi faire quelque chose. Voilà. Ça, sinon, dans quelques années, nous serons aussi taxés de responsables. Voilà, c'est une grande vision. Alors, madame, un adage le dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, je crois. Alors, vous avez cette responsabilité d'être dans cette organisation en tant que vice-présidente. Quelles sont les actions concrètes, peut-être à long et moyen terme, que vous voulez envisager afin d'apporter un changement de comportement dans ce milieu qui est aujourd'hui très vulnérable par rapport au changement climatique? Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'ONG ACT accorde une grande priorité à la résilience climatique des femmes. Et donc, on est en train d'initier pas mal de programmes et de projets notamment climato-résilients et sobres en carbone, pour ces femmes-là, enfin pour les communautés les plus vulnérables comme les femmes, les jeunes et les personnes avec un handicap. Et donc on est en train de travailler, comme vous l'avez dit, à éduquer ces personnes-là. Donc on fait des programmes d'éducation environnementale en commençant tout d'abord par les plus petits. Donc on a initié quelques programmes dans les écoles et puis dans nos lycées. Et puis on aura aussi à proposer des clubs régionaux un peu dans tous les départements où on va parler beaucoup d'éducation environnementale et des questions de changement climatique. Pour commencer, on est un peu sur toute une chaîne de sensibilisation et de communication qui est très important parce que c'est vraiment le premier pas qui est l'information et puis la communication, la sensibilisation pour que les gens puissent savoir de quoi on parle. Et de là, on pourrait... Alors, vous avez déjà parlé du milieu rural. Et on constate de nos jours que beaucoup de jeunes quittent le milieu rural pour les grandes villes. Est-ce que dans ce sens, est-ce que ce n'est pas un handicap pour les filles qui doivent aller à l'école? Parce qu'on retrouve beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui sont dans des activités qui ne sont pas durables et qui quittent les villages. Peut-être c'est suite à ce changement climatique. Est-ce qu'il y a des activités qui doivent... des activités surtout écologiques dans ce sens, les emplois verts, comme on le dit, est-ce qu'il y en a un peu dans vos programmes pour les femmes? Oui, tout à fait. Comme vous le dites tout à l'heure, ces gens-là quittent les zones rurales pour venir dans les villes. C'est dû aux effets du changement climatique. Donc le choix premier de notre tout premier centre résilient s'est fait au nord Canem parce qu'on a vu que ces zones-là sont les premiers à subir ces effets du changement. Et donc on est en train d'initier des formations. On l'a dit, hein, la résilience climatique passera forcément par l'autonomisation des femmes. Oui. Et donc, il faut les autonomiser et les prendre en charge sur la question des changements climatiques. Donc, les former, les autonomiser via des activités génératrices des revenus. Et puis, c'est toute une panoplie de préparation et d'adaptation à cette question-là. Les femmes font face à des sources d'énergie. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les désintéresser des bois, c'est une solution pour le reboisement? Non, pas forcément les désintéresser, mais peut-être changer leur manière de pratiquer ces activités-là. On ne les empêchera pas, mais peut-être les sensibiliser. Quand on coupe du bois, il faut peut-être juste après replanter d'autres et donc leur expliquer que ces ressources naturelles sont en train de tarir et qu'il faut en prendre soin et qu'il faut... le faire de façon durable. Exactement. D'accord. Alors, vous avez participé à la COP26 et la COP, c'est la conférence des partis, c'est là où les gens essayent de revoir, de réviser ce qui est fait afin de jeter des bases pour de nouvelles activités. Vous qui avez participé, qu'est-ce que vous retenez de cette grande messe environnementale qui est la COP26? Alors, ce que nous pouvons retenir de cette COP, la COP26, c'est que déjà nous saluons la participation massive
de la délégation tchadienne. La délégation tchadienne conduite... la société civile. La société civile, surtout la société civile, Okay. Conduite par le ministre de l'Environnement, l'actuel ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Lazina, qui a, il faut le dire, hein, il a accordé une place importante cette année à la société civile. Et jamais une COP n'a vu une participation massive de la société civile tchadienne. C'est la toute première COP pour la plupart des membres de certaines organisations. Okay. Et nous avons participé à des COP, mais en tant qu'individus, mais c'est pour la première fois que nous avons participé en tant qu'organisation de la société civile. Okay. Donc notre toute première COP, nous sommes partis pour voir, comprendre, apprendre, écouter et essayer de poser quelques plaidoyers auprès des institutions et des organisations. Et puis surtout renforcer la délégation tchadienne et donner un poids au ministère de l'Environnement. Parce que les gens ils ont toujours tendance à comprendre que être une société civile, organisation de la société civile, c'est toujours contre le gouvernement. Non, on est là pour travailler ensemble, la main dans la main, d'autant plus que c'est une question qui concerne la planète. C'est un rétroviseur même pour l'État. Voilà. Donc l'État aussi doit continuer dans ce sens-là, à accorder beaucoup plus d'importance à la société civile, aux ONG et aux personnes ressources qui peuvent apporter leur contribution dans ce secteur-là. Alors, pendant ces 12 jours, vous avez eu à avoir des contacts, des partenaires qui œuvrent dans ces domaines et qui peut-être un jour peuvent venir soutenir vos activités et par ricochet celles de l'État? Nous avons effectué ce voyage-là pour aller rencontrer les gens, pour aller rencontrer les partenaires techniques et financiers, les écouter, voir ce que eux, surtout les écouter, parce que qu'est-ce que eux ils proposent pour atténuer au changement climatique. Ou amener les gens à s'adapter. Ou amener les gens à s'adapter. C'est vrai que depuis l'accord de Paris, les 100 milliards de dollars promis, on n'en a pas vu concrètement, on n'a pas vu une couleur. Donc bon, si vous voulez, la COP26, c'est beaucoup plus... on espérait que ce soit le décret d'application de la loi dite à la COP21. Oui. Parce qu'on considère que la COP21 c'est comme une loi, et on avait espéré que la COP26 serait le décret d'application. Okay. Mais bon, ça traînait un peu, mais il y a eu des négociations qui ont été faites, tant bien que mal. C'est pour ça qu'ils ont ils ont un peu augmenté d'une journée les négociations. Mais ils se sont parvenus à sortir un document qu'ils appellent désormais le pacte de Glasgow. Oui. Et dans ça, on peut espérer que les choses vont changer. On va espérer. Il y a eu des engagements des pays à la dernière minute. La Chine, l'Inde, ils ont accepté de réduire la rémission de gaz à effet de serre, surtout le charbon. Il y a eu les États-Unis et l'Union européenne ils ont mené une action avec 100 autres pays pour signer un accord contre le gaz à effet de serre. Donc c'est des avancées comme ça, mais jusqu'à là, il n'y a pas eu une action concrète, M. Nouba. Nous, en Afrique, on attend beaucoup les fonds pour traduire en acte les projets d'adaptation et d'atténuation. Surtout ça. Donc on attend le fonds, on ne va pas croiser le doigt. C'est vrai que les choses sont dures, on nous mène la vie dure. Nos institutions qui sont là ne sont pas encore accréditées pour avoir accès à ce fonds-là. Oui. On nous promet de l'argent, on nous promet des fonds, des milliards et des milliards, mais quand on va pour accéder à ce fonds-là, les conditions sont très difficiles. C'est pas que difficiles, sont quasi inaccessibles. Donc il faut qu'il y ait cette volonté-là des pays pollueurs de débloquer l'accès à ce fonds-là. Déjà l'accès, parce que aujourd'hui, imaginez, il y a FSE, oui. Il y a le Fonds national de l'eau, et puis il y a le Fonds spécial pour l'environnement, qui eux sont candidatés pour être accrédités auprès du système des Nations Unies. Mais ça traîne. Voilà, mais ça traîne. Ça traîne parce que les conditions sont difficiles, sont inaccessibles.
D'accord. On travaille sur ça. Hein. On travaille sur ça. Oui, c'est l'occasion de les interpeller afin que les conditions soient un peu souples pour permettre à certains pays comme le Tchad d'avoir accès. Voilà. Parce que l'argent qui passe par d'autres organisations internationales, l'État ne gagne que très peu. Très peu. Donc, ou pas du tout, on va dire c'est insignifiant. C'est ça, voilà. Madame, nous tendons vers la fin et dans le domaine de la politique genre surtout, qu'entendez-vous lancer dans les jours à venir et quel message vous lancez à l'endroit des femmes qui sont encore, qui se sentent toujours victimes, marginalisées à sortir de cette situation afin d'aller de l'avant? Alors on avait dit que les femmes, c'est pas qu'elles se sentent victimes, elles sont les premières victimes face à ces effets dus au changement climatique. Et donc ces femmes ont compris. Maintenant, c'est vraiment ces femmes qui viennent à nous. Et donc nous, on est préparés, comme on l'a dit, on a fait différents programmes et projets qui nous permettraient d'accompagner ces femmes-là à une résilience climatique plus équitable. Et avec l'ONG ACT, on est en train de faire ce travail de fond. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre partenariat avec les autres organisations et qu'est-ce que l'État fait pour vous maintenant et quel est votre message de fin? Il y a eu le plan national d'adaptation au changement climatique, il y a eu des stratégies nationales, tout ça, il y a eu des schémas directeurs dans les secteurs de l'élevage, de l'agriculture et tout ça. Maintenant, c'est aux parties prenantes de venir exploiter ce document-là, de tirer profit et d'adapter surtout et de traduire ces textes-là en action. Okay. Maintenant, tout ce que l'État doit continuer à faire, c'est d'apporter son appui institutionnel. La question du changement climatique, ce n'est pas seulement une question du ministère de l'Environnement. C'est une question de tous, c'est une question de tous les membres du gouvernement. C'est transversal. C'est transversal. Et puis, il va falloir que nous ayons un modèle de vie. Okay. Un modèle de vie sur lequel viendront se calquer les autres. Nous devons aller arrêter de parler de changement climatique parce que c'est un fait, c'est déjà, on subit. Maintenant, il faut que nous allons vers un autre modèle, c'est la transition écologique. Okay. Nous devons tous basculer vers ce modèle de vie-là et que ce soit les bailleurs techniques et financiers, quand ils viendront nous trouver avec notre modèle, ils vont se calquer sur notre modèle. C'est pas pour autant dire qu'on va stopper nos activités économiques. Parce que si on y réfléchit bien, faire de l'environnement et tout ça, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de produire. Non. Il faut arrêter de produire, oui. Mais il faut produire, il faut continuer à vivre. Il faut, mais intelligemment. Mais très intelligemment, en respectant l'environnement. C'est vrai que ça coûte un peu cher, ça prend du temps, mais c'est bon pour la planète. Ok. Merci, c'est bon pour la planète. C'est sur ces mots du président de l'organisation que nous mettons un terme à cette émission, ce programme dédié à l'environnement et à la société. Merci. Je vous retrouve très prochainement pour un autre programme.